Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Les titres de cette édition. Il n'y a pas un seul cas de coronavirus en Martinique. Pourtant, les masques de protection sont demandés par centaines en pharmacie, notamment par les membres de la communauté chinoise. Quelle est l'explication? Nous le découvrirons dans ce journal. La politique, avec la seconde salve de candidature du week-end, nous nous rendrons dans le sud aujourd'hui. 3 communes dont les maires ne se représentent pas, au François, au Diamant et au Marin. Plomberie, électricité, mécanique, des métiers classiques, mais le cadre, les moins. Pendant un an, des élèves vont se former sur le chantier école d'un voilier 3 mâts. Mélanie Jésus dos Santos, sacrée sportive de l'année. La gymnaste a été désignée hier lors de la Nuit des Champions. C'est l'un des événements que nous aborderons lors de la page des sports avec Christophe Arnerin. Et puis une machine à remonter le temps aux Trois-Îlets cet après-midi. C'était la manifestation dans les pas de la tradition avec des costumes du siècle dernier à admirer. C'est l'un des produits phares en pharmacie en ce moment dans le monde à cause du coronavirus. Les masques de protection sont très demandés. Pas un seul cas connu en Martinique. Et pourtant, ces derniers jours, les officines ont vu affluer les membres de la communauté chinoise en grande demande de ces masques. Explication. Maurice Violton, Olivier Nicolas Diduclos. Ils sont plusieurs pharmaciens à l'avoir constaté. Leurs officines ont été prises d'assaut ces dernières heures par des membres de la communauté asiatique de Martinique. Une forte demande de masques par rapport au coronavirus. Depuis quelques jours, même une ou 2 semaines, on constate effectivement une recrudescence de la population asiatique qui nous demande si on peut leur fournir des masques à expédier en fait soit en Chine, soit en Hong Kong ou à des amis sur Paris qui eux les expédieraient effectivement en Chine suite à la pénurie nationale qu'on constate. Ce pharmacien aurait même eu une demande de 800 boîtes de 50 masques en un coup à laquelle il n'a pas pu répondre. Cela dit, ne parlons pas de pénurie et l'Agence régionale de santé l'a encore rappelé en fin de semaine, il n'y a pas de cas de coronavirus chez nous. Mais question, pourquoi cette forte demande de la communauté chinoise? J'imagine qu'au retour des fêtes de fin d'année de Nouvel An chinois, les compatriotes d'origine chinoise prennent leurs précautions pour éventuellement éviter une contamination. Donc ce sont des mesures de précaution qu'ils prennent pour éviter de se contaminer d'abord entre eux et aussi de contaminer le reste de la population. Ils n'ont pas de souci à porter des masques dans leur activité quotidienne. Il faut d'abord les remercier de penser à protéger l'autre. Donc il n'y a pas du tout de stigmatisation à avoir vis-à-vis de cette population. Contacté par nos soins, l'Association des Chinois de Martinique nous confirme avoir bien expédié du matériel vers Pékin il y a quelques jours et que rien n'empêche des actions similaires, cette fois-ci à titre individuel. La politique à présent avec les municipales. Et tout d'abord, direction le François où le maire sortant ne se représente pas. Son ancien directeur de cabinet, Alain-Claude Lagier, est désigné par le mouvement populaire franciscain pour reprendre le flambeau. Il tenait meeting aujourd'hui. Delphine Bess, André Quinquion. Tu mènes aussi, tu mènes là? Petite pique aux candidats qui, dans toute l'île, masquent leur manque de supporters dans leur meeting en invitant amis et alliés politiques d'autres communes. Le MPF est aux commandes depuis 25 ans au François et c'est un jeune qui assure la relève. Alain-Claude Lagier, s'il vous plaît. Alain-Claude Lagier, 46 ans, était directeur de cabinet de Joseph Loza et c'est lui qui a été sollicité par le mouvement pour mener la liste. Combien c'est beau de voir les franciscains réunis. Combien c'est beau de voir les élus réunis. Combien c'est beau de voir les quartiers du François réunis ici aujourd'hui. Parce que tout le monde ne peut pas avoir la chance d'avoir les quartiers du François derrière eux. Et nous avons cette chance. Je remercie. L'homme est un administratif et il se dit aujourd'hui sans ambition personnelle. Oui, sans ambition personnelle. Lorsque vous êtes au service, vous n'avez pas d'ambition personnelle. Vous avez une ambition pour votre ville, pour votre peuple, pour la Martinique. Mais personnellement, ma vie ne se limite pas à un engagement politique. J'ai une vie pleine et entière, mais il faut aussi donner aux autres, donner à sa population, donner à son pays. Et c'est dans ce sens que je suis engagé en politique depuis toujours. Si le candidat n'a jamais été élu, il est connu dans de nombreux milieux au François, joueur et coach de volley, acteur auprès de l'ADI pour l'insertion des jeunes. Alain-Claude Lagier est également directeur de Radio Sud-Est depuis 20 ans et dirige le comité qui défend l'inscription de l'aïeul à l'UNESCO.
Le maire sortant le présente en bon gestionnaire, travailleur et discret, son successeur naturel à la mairie. Au François, nous ne faisons pas que pérorer, nous bâtissons. Le bras droit du maire du François entend poursuivre les dossiers engagés avec la parfaite connaissance des finances disponibles. Sa liste, MPF Nouvelle Dynamique, fera alliance avec le balisier du François pour la constitution de son équipe. Et toujours au François, il y a de l'eau dans le gaz, dans une liste adverse pour l'instant, celle de Karine Mousseau. Christiane Borras, conseillère territoriale bien connue dans la ville, lui a retiré son soutien. Elle estime en effet que Karine Mousseau s'apprête à faire alliance avec le MPF. Au Diamant, le maire sortant, lui non plus, ne se représente pas. Hugues Toussé, l'ancien premier adjoint de la commune du Diamant, entend s'installer dans le siège laissé vacant. Il avait démissionné, Hugues Toussé, en 2016 à cause des divergences politiques avec le maire, notamment sur la gestion de la commune. Aurélie Treuil, Marc Balsa. Il y avait foule au meeting d'Hugues Toussé au Diamant. L'ancien premier adjoint a su rassembler les opposants de l'actuel maire Gilbert Eustache. Celui qui a claqué la porte de la mairie en 2016 a composé une équipe de 29 colistiers et a proposé son programme détaillé en 3 axes de réflexion. Il ne s'agit pas de créer un tourisme de masse qui peut être dévastateur pour notre environnement, mais un tourisme raisonné, accepté et partagé avec la population. Le premier axe concerne la population, puisque nous voulons renforcer toutes les formes de solidarité dans la commune, à travers l'éducation, le tissu associatif, les anciens, les seniors. Le deuxième axe repose également sur les services à la population, donc nous voulons garantir un service public de qualité à toute la population. Et enfin, le troisième axe repose sur tout ce qui est investissement, projet, à savoir construire le Diamant de demain. Hugues Toussé se présente pour la première fois aux élections municipales et communautaires avec le soutien du RDM. En 2016, après de nombreux désaccords avec le maire actuel, l'ancien premier adjoint avait démissionné de son poste. Il dénonçait la mauvaise gestion financière de la commune après la parution d'un rapport de la Cour régionale des comptes. Aujourd'hui, il propose plusieurs pistes pour assainir les comptes du Diamant. Si nous nous retrouvons à cette position-là, c'est parce que nous avons dénoncé un certain nombre de manquements, un certain nombre de dérives. C'est tout l'enjeu, il faut faire mieux avec moins. Et donc essayer de réduire la voilure, mais aussi, c'est le terme qui me revient, c'est la mutualisation. Mutualisation des services, mutualisation avec l'intercommunalité. Gilbert Eustache a annoncé qu'il ne se représentera pas. Après 2 mandats, il laisse donc un siège de maire vacant, ouvrant le champ des possibles au Diamant. Et enfin, hier soir au Marin, Yvonne Tritz, la candidate soutenue par le maire sortant Rodolphe Désiré, présentait sa candidature. La candidate a livré le contenu de son programme. Elle affrontera pour l'instant 5 adversaires. Dominique Legros, Olivier Nicolas Diduclos. Rodolphe Désiré, le maire sortant, fait son entrée. On croirait presque une passation de pouvoir. Mais l'avenir proche nous le dira. Ensuite arrive la sénatrice, Catherine Conconne. Raymond Janvier, Johnny Ajar, Fred Lordino... Même Loulou Crouzol, l'ex-maire de Sainte-Luce, sont présents. Le PPM est en force. La candidate Yvonne Tritz ne manque pas de soutien. Les rumeurs marinoises sont donc enterrées. Dès que nous avons reçu la demande officielle faite par le président d'honneur du Parti progressiste martiniquais, Rodolphe Désiré, le comité national s'est réuni, a analysé de manière très démocratique, après concertation, et à l'unanimité, le comité national a décidé de soutenir Yvonne Tritz. Il n'y a jamais eu aucun doute. Dans son programme, Yvonne Tritz prône la jeunesse et sur sa liste, elle est incarnée par le yoleur, Jimmy Telga, à qui la municipalité fait les yeux doux depuis quelques années. En 2014, j'ai été abordé alors que j'exprimais avec des amis nos difficultés quotidiennes. J'ai reçu la proposition de rejoindre une équipe municipale. Il faut comprendre que peu importe la place qu'on me proposait, c'était une opportunité. À tour de rôle, les représentants PPM montent sur l'estrade. Ils confirment leur soutien à Yvonne Tritz. Et c'est ensuite au maire sortant du Marin de remettre à son poulain le fameux livret bleu, celui qui renferme les chantiers en cours de la ville, tourné vers la mer. Toute jeune quinquagénaire, actuellement adjointe au maire du Marin, Yvonne Tritz livre un exposé complet de son programme. Rappelons que le Marin est placé en plan de redressement par la Cour régionale des comptes jusqu'en 2021.
Elle gère déjà ce dossier, nous dit-elle. On a les résultats de la Cour des comptes qui nous dit qu'en continuant comme ça, effectivement, nous serons sortis d'affaires en décembre 2021. On a encore à travailler sur tout ce qui est restauration scolaire, mais pas c'est surtout dans le service de restauration scolaire où nous prenons en charge, nous encore, la ville du Marin, plus d'une vingtaine d'employés. Et d'après la Cour des comptes, la Chambre régionale, il faudrait que ce soit la communauté de l'espace sud qui les prenne en charge. La candidate nous confie que la fameuse affaire de justice Karen-Antilles, qui inquiète actuellement le maire sortant, n'est pas un obstacle à son élection. En tout état de cause, Yvonne Tritz ou un des 5 autres candidats en lice, quel que soit le choix, le 15 mars 2020, une page sera tournée au Marin. Rodolphe Désiré laisse derrière lui 36 ans de mandat. Et toujours en politique, en radio, demain après le journal de 7h, l'émission Saoukadi reçoit Olivier Boérisson du Saint-Esprit et Guy Annonay du Lorrain. C'est un chantier pas comme les autres puisqu'il se trouve sur l'eau. Une quinzaine de jeunes adultes vont être formés à la maintenance nautique lors d'un chantier d'insertion pour la réparation d'une goélette 3-mâts. C'est une première en Martinique, mais c'est un secteur de plus en plus demandé. Irène Emonide et Dibel Rose. Le plus grand voilier construit en ferrociment au monde, le Toumelin, inscrit au monument historique. À bord ce matin, une quinzaine de stagiaires, leurs formateurs et Madame la sous-préfète du Marin. Un 3-mâts goélette en Martinique depuis 1989 et depuis une semaine, chantier école des métiers manuels du nautisme. On a 12 modules de prévus et donc c'est de permettre à ces personnes d'avoir acquis suffisamment de connaissances pour ou bien rentrer dans le domaine de la maintenance directement en polyvalent ou bien après de se spécialiser. 4 années de pourparlers avec l'État, le Pôle emploi avant cette phase concrète. Les niveaux sont différents. Le plus jeune a 21 ans, le plus âgé est 61. Des stagiaires, tous porteurs de projets. C'est vous le plus jeune ? Même avec l'école en ayant des stages, ils demandent un peu plus d'expérience. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par des contrats d'insertion, des formations. Mon projet actuellement, c'est de créer une entreprise dans le domaine du froid et même une entreprise de rénovation de bateaux ou même de location de bateaux. Pourquoi le bateau ? J'ai notamment pu faire quelques petits jobs sur les bateaux. Et là, j'ai vu que ça me plaisait un peu plus que la voiture. Et à partir de là, j'ai commencé à me renseigner, voir s'il y avait des formations qui pouvaient être accessibles pour moi. Et j'ai trouvé le chantier tout le monde. Le plus gros du chantier, la réparation à terre, devrait commencer dès le mois prochain. Christophe. C'est des sujets. Et c'est l'heure de la page sportive avec Christophe Arnerin. Bonsoir Christophe. Bonsoir Cécile. Alors on a une actualité sportive très riche et on va commencer, comme d'habitude, avec la régate qui a tenu en haleine le monde de la voile traditionnelle. Tout à fait. Ce matin, c'était le dernier des 3 jours, vous le savez, d'une expérience inédite qui a tenu tout le monde en haleine. Il s'agissait d'initier 11 experts de la voile moderne à notre yole patrimonial. Vous le savez, l'objectif affiché, c'était bien entendu une inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. En attendant, la manifestation a connu un succès populaire de premier plan, Guillaume Bacoul et Jean-Marc Kelenga. La carte postale n'aurait pu être plus belle. La dernière journée de navigation des 11 grands noms de la voile, les fameux barrés de la Yole, s'est faite dans de très bonnes conditions ce matin dans la baie du Diamant. Du vent et un soleil radieux qui ont attiré un public nombreux le long des côtes diamantinoises. Il y a du vent qu'il faut. Juste ce qu'il faut, pas trop. On a pensé que c'est un bel régate. Oui, l'objectif est atteint, c'est nettement atteint parce qu'il y a pas mal de monde. C'est bien, c'est que du positif, surtout le projet avec la Yole à l'UNESCO. L'intérêt de défendre ce produit parce que nous avons un produit phare et j'espère que ce dossier va être acquis. Si effectivement l'inscription de la Yole ronde au patrimoine immatériel de l'UNESCO est bien dans toutes les têtes, sur le plan d'eau, les marins, qu'ils soient martiniquais ou visiteurs, n'oublient pas pour autant la compétition. Il a beau avoir été 4 fois champion du monde et remporté de nombreuses transatlantiques, Loïc Perron reste admiratif après la victoire de Rosette Orange ce matin. On partage les mêmes valeurs, on a le vent, une voile, un bateau qui flotte et on essaye de faire au mieux avec ce qu'on a. C'est ça ce qui est beau. Et c'est un travail d'équipage surtout qui est vachement intéressant. C'est vraiment l'un des rares bateaux sur la planète voile sur lesquels les 14 bonhommes ou femmes
sont indispensables. Il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas... Et l'idée, c'est que le maillon faible éventuel, ce que nous étions pour le coup, nous les barrés là, c'est de comprendre la difficulté du travail de l'autre. Il nous a beaucoup apporté, il nous a appris, il nous a donné des petits trucs à améliorer. Et je pense que pour la suite, il faudra compter avec nous. C'est pour la Martinique, en espérant que tout se passe bien. Et pour l'AIOL à l'UNESCO, parce que c'est ça. C'est surtout ça, c'est surtout ça. En attendant l'éventuel aboutissement des démarches auprès de l'UNESCO, Mapipi et Barré ont tissé des liens durant ces 3 jours de navigation. Les benjamins de la manifestation, Loïc Mas et Maxime Sorel, ont par exemple pris rendez-vous pour cette fois-ci découvrir la navigation en trimaran. Alors ce soir, nous recevons Mario Malfleury, copatron justement de cette YOL CTDM EDF avec l'association C'est pas à faire. Alors vous étiez en compagnie de Roland Jourdain. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors j'ai vu que ça s'est très bien passé en mer puisque vous avez même d'ailleurs remporté cette première édition, j'ai envie de dire, des barrés de la YOL. Alors première question, qu'est-ce que cela vous a apporté, vous, de recevoir à bord comme ça des marins de renom? C'est pas une première pour nous. Puisqu'en 2016, on a eu la chance de naviguer avec Yvan Bourgnon. Donc on connaissait un peu. Après, Roland Jourdain, il nous a apporté... en fait, c'est impressionnant de voir l'adaptation. Ça a été très vite. Pour un gars qui a l'habitude de naviguer en solitaire, se retrouver dans une embarcation comme ça, avec 13 gars, ça s'est bien passé. On avait l'impression que ça faisait au moins 10 ans qu'il en faisait, donc c'était top. Et donc pour vous, qu'est-ce que vous pensez pouvoir lui avoir apporté justement pour ses prochaines navigations éventuellement solitaires? Je sais pas, après, lui il était très content déjà de découvrir le support parce que c'est quelque chose qui est unique. Et l'humilité, la cohésion du groupe, en fait, il était émerveillé. On a la chance de pouvoir naviguer avec des femmes. Il était émerveillé de voir à quel point en fait l'osmose, la cohésion était, en fait, tout était parfait en tout cas. Et vous souhaitez justement qu'une édition comme celle-ci soit reproduite peut-être dans les années à venir, que ça devienne peut-être un rendez-vous du championnat des YOL peut-être? Si ça peut permettre au monde de la YOL d'évoluer positivement et à la Martinique pour le futur de voir plus loin, ça peut être très bien et pourquoi pas. Vous avez l'impression justement que ça a apporté quelque chose dans la navigation pour les YOL justement? À notre niveau, oui. Oui, que ça soit sur le plan tactique ou personnellement au niveau de l'humilité, parce que ce sont quand même des gars qui naviguent à l'international, qui sont connus dans le monde. Et voir qu'ils ne nous ont pas pris de haut, on était tous logés à la même enseigne, c'était vraiment bien. Très bien, merci beaucoup en tout cas Mario Malfleury. On rappelle que vous êtes le copatron de cette YOL CTDM EDF et que vous avez fait le plaisir justement de venir sur cette édition. Et merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, et l'autre temps fort de ce week-end, c'était bien sûr la Nuit des Champions hier soir. Tout à fait, une soirée de gala, Cécile, où les meilleures performances ont été récompensées. 3 catégories étaient très disputées. Chez les moins de 16 ans, on le voit, c'est Dina Bétaver, championne de France de canoë-kayak en surf-ski, qui est élue championne de l'année pour la 2e année consécutive, devant Gianni Cator, champion de France super motard, et Charles-Édouard Milsin, champion d'Europe de Krav Maga. Autre catégorie, celle de la meilleure équipe, c'est la sélection féminine de handball, moins de 18 ans, vainqueur de l'IHF Trophée, qui réunit des équipes de l'Amérique du Nord et de la Caraïbe qui s'imposent, suivi à la 2e place de l'équipage Brasserie Lorraine, Sarah, Énergie Nouvelle, et l'équipe Aviron Club du Robert, qui a terminé justement à la 3e place. Enfin, dans la catégorie phare, la championne des championnes se nomme Mélanie Jésus dos Santos, vainqueur de la Coupe du Monde en barre asymétrique et championne d'Europe au sol. Elle devance Mandy François vice-championne de mondiaux d'athlétisme sur 200 mètres, et Émeric Bunot, vice-champion du monde par équipe, catégorie super motard. Je vous propose justement d'écouter la championne, la grande gagnante de cette soirée, Mélanie de Jésus dos Santos. Être élue sportive de l'année, franchement, c'est un honneur pour moi parce que ça veut dire que j'ai bien travaillé cette année. Le conseil que je pourrais donner, je dirais de croire en ses rêves, de faire du sport avec plaisir, parce que c'est vrai que si on prend pas plaisir à faire ce qu'on fait, on va pas très loin. Et puis d'avoir un objectif en s'entraînant, c'est important. Et puis voilà, de s'éclater, parce qu'au final c'est le plus important. Moi je fais du sport de haut niveau, mais je prends vraiment du plaisir à faire ce que je fais. Donc. Vous le savez, il n'y a pas de champion sans bénévole. Chaque année, la Nuit des Champions est également l'occasion de récompenser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui travaillent en coulisses pour faire évoluer le sport martiniquais. Nous allons revenir dessus avec ce sujet d'Aurélie Troy et Jean-Marc Kenenga. Christian Fleury,
Guy Tirsi ou encore Joseph Vallée. Des personnalités de l'ombre qui œuvrent en coulisses pour l'éclosion de la jeunesse sportive. Lors de chaque nuit des champions, le comité territorial olympique et sportif tient à leur rendre hommage de leur vivant. Une fierté pour ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour le sport. Le bénévolat, je me suis dit, c'est pour ceux qui sont à côté. Je n'ai pas pensé à moi, mais j'ai mis en avant les jeunes. Les jeunes parce que aux environs, il y en a, vu la situation actuellement, il y en a beaucoup que j'ai enlevés dans la rue. Un engagement qui débute en tant que sportif, puis comme juge ou comme dirigeant, avec l'exemple d'Alfred De Fontis, dont l'image reste viscéralement associée au monde du cyclisme. C'est des sacrifices de ma part pour l'évolution de cette discipline qui me le rend bien, parce que depuis quelque temps, le sport cycliste martiniquais ne cesse d'évoluer. Et ça, c'est le travail de toute une équipe autour de cette jeunesse. C'est une mission. Est-ce que demain, il y a une autre jeunesse qui va arriver pour s'occuper du sport? Je trouve tout cela un peu rare. Reste aujourd'hui la question de la relève, avec une moyenne d'âge qui augmente au fil du temps dans les rangs des bénévoles. À travers ces mises à l'honneur réalisées chaque année lors de la Nuit des Champions, le CETOSMA souhaite aussi susciter de nouvelles vocations. Nous essayons de plus en plus de professionnaliser la pratique sportive, mais les bénévoles restent les pièces maîtresses de cette pratique en Martinique. Quand on se rend compte de ce que ces gens dépensent en termes de financièrement, mais en termes de santé, puisqu'on a entendu une dame qui était même malade, et qui délaissent leur famille pour permettre à des jeunes de faire une pratique sportive. Je crois qu'il faut que nous les portions, mais vraiment firmement toutes ces personnes. Chaque année, des graines de champions germent par centaines dans différentes disciplines et font la fierté du sport martiniquais. Fruit du travail et de l'engagement d'environ 5000 bénévoles en Martinique. Et on fait le point à présent sur les différents résultats sportifs du week-end, notamment les sports collectifs. Tout à fait. Avec le handball, on jouait ce week-end la 15e journée du championnat de pré-national. Alors chez les filles, on va le voir en infographie, les résultats, la hiérarchie a été respectée ce week-end. L'Aiglon s'est imposé face au TS franciscain. Victoire du Club Sport face à l'entente Racing Club Péléen. La victoire sans surprise de l'Arsenal du Robert sur l'entente Citron Tivoli. Et surtout la courte mais précieuse victoire du Réveil sportif d'1 point sur l'entente Morne des S gauloise. Au classement, donc, le Réveil sportif est premier devant l'Arsenal du Robert, deuxième, l'entente Morne des S gauloise et troisième, l'Aiglon est quatrième. Chez les garçons, là aussi, la hiérarchie a été respectée. Le TS franciscain a pris le meilleur, bien entendu, sur le FR Roche-Carré. Le Club Sport aussi s'impose à l'extérieur face au Lorrain. L'Étoile de Gondo s'impose sans difficulté. Et l'UJ Redoute a également pris le meilleur sur le SC Lamantinois. On le voit maintenant au classement. L'Étoile de Gondo reprend la tête du classement d'1 point devant l'USC Citron. Une lutte pour la première place qui sera pleine de suspense jusqu'à la fin de la saison. Troisième, le TS franciscain, et bien entendu, qui devance là aussi d'1 point l'ASC du COS. On le voit, tout ça en infographie. On n'a pas beaucoup parlé ce week-end, ma chère Cécile, mais on a repris également les compétitions de football pour la Régionale 1, 2 et 3. On va le voir avec les résultats de Régionale 1. Parmi les résultats marquants de cette 13e journée, notez la victoire 1-0 précieuse de la Samaritaine face au club franciscain. La défaite de l'Essor Préchotin chez l'US Robert, 5-3. La victoire à l'extérieur du CO Trenel, 3-0 face au New Star. Et enfin, l'Aiglon s'est rassuré, 2-0 face à l'UJ Monroe. Au classement, là aussi, c'est très serré. La Samaritaine, en tout cas, garde la tête avec 45 points et surtout 7 points d'avance sur l'Essor Préchotin, son dauphin. 8 points d'avance face au club franciscain. Troisième, l'US Robert est quatrième à égalité avec l'Aiglon, Lanterne Rouge, le Réveil sportif et le RC Saint-Joseph qui vont devoir se reprendre très rapidement. Ce week-end, je vous rappelle également qu'on jouait les 8e de finale de la Coupe de Martinique de basket. Ce sont les garçons qui ont été les premiers à entrer en compétition. Victoire du Good Luck, victoire également de la Gauloise, victoire de l'US du COS sur l'Arsenal, victoire du Golden Star face au Rebond Pilotin, victoire du Golden Hand sur la S Black Star, victoire du CSC Carbet et victoire de l'Intrépide sur le Sporting Club Lamantinois. Là, on verra tout à l'heure, on verra bientôt les prochains résultats. Mais vous le savez, d'ici le week-end prochain, ce seront les quarts de finale et avec l'entrée notamment des filles.
Voilà, et on va terminer cette belle page sportive avec une initiative de la Ligue de basket qui veut permettre la progression des jeunes joueurs. Expliquez-nous ça. Tout à fait. Dans cette initiative très intéressante, 33 jeunes garçons et filles de la section U15 souhaitent augmenter leur niveau de jeu grâce à des stages intensifs en dehors de la Martinique. Les filles iront jouer à Montpellier, tandis que les garçons partiraient à Atlanta, aux États-Unis. Une aventure sportive qui a déjà commencé, comme vous le voyez sur les images, avec des jeunes qui s'entraînent très dur, mais aussi une aventure humaine qui leur permettra de découvrir d'autres cultures du basket. Et vous le savez, pour cela, ils ont besoin de votre aide. Ils font donc un appel aux dons sur dalendo.fr et pour éventuellement pouvoir recueillir des dons pour pouvoir faire ce voyage. Je vous propose justement d'écouter Steve Souchette, c'est le conseiller technique sportif en Martinique pour le basket. Montpellier, parce que tout simplement, c'est une ville, je dirais, de basket féminin. Et donc, ça veut dire qu'il y a des repères, il y a déjà une culture du basket féminin. Donc, les filles pourront avoir en tout cas une concurrence sérieuse. Quant aux garçons qui iront à Atlanta, c'est un site qui permettra en tout cas à ces sélectionnés U15 garçons d'être confrontés en tout cas à des jeunes qui sont dans la même catégorie qu'eux, mais surtout qui pendant toute la semaine en fait ont une compétition très élevée. Donc ça veut dire qu'en quelque part nous serons confrontés à des équipes qui seront très fortes et nous allons devoir nous mettre à leur niveau. Voilà, merci beaucoup Christophe. Et on va continuer avec une toute dernière actualité sportive. C'est cette très belle semaine pour Gaël Monfils à Montpellier. Tout juste rentré d'Australie, il a enchaîné de belle manière avec l'Open Sud de France. Il s'est imposé aujourd'hui en finale du tournoi contre le Canadien Pop Cécile. Le match avec Nicolas Bouige. Vasek Popzizil a pourtant tout donné. Un jeu offensif, de nombreuses montées au filet. C'est bien, mais insuffisant face au Gaël Monfils du moment. Un Monfils moins flamboyant, mais aussi plus assuré. En 53 minutes, Monfils remporte le premier set, 7 jeux à 5. L'expérience domine. Le public montpelliérain jubile. Gaël Monfils n'oublie pas complètement le show. Beau retour entre les jambes. C'est dehors, mais ça fait toujours plaisir à voir. Surtout que l'Antillais a pris les commandes dans la deuxième manche. 7-5 et 6-3. Solide victoire pour Gaël Monfils. 9e titre de sa carrière. Le 3e ici, à Montpellier. Et voyage à présent vers la Martinique en temps longtemps. L'association Famille Wotai a organisé pour la deuxième fois aux Trois-Îles aujourd'hui la manifestation dans les pas de la tradition. Elle se propose, à travers des tableaux sur scène et des défilés en costume d'époque, de revenir dans la Martinique du siècle dernier. Sangafagour, Guillaume Fraissinet. Une entrée en scène remarquée. Et pour cette immersion dans la Martinique d'antan, les comédiens n'ont pas hésité à prendre possession des rues de la ville. Ma tenue, c'est une tenue très ancienne, traditionnelle. C'est la tenue grand-mère, en fait. Vraiment la mamie ancienne avec la pipe, là, vous voyez. Oh, ma grand-mère, elle avait la pipe. Et je peux vous dire que ça faisait bel effet. Vous voyez, il y a une matador à côté de moi. Elle, c'est la matador. Voilà, avec les billets. Vous voyez les billets? Madame Hippolyte, je reviens avec mes parents te voir. Sur scène, plusieurs tableaux. Le marché, les coupeurs de canaux comme ici, une demande en mariage, à l'issue plus qu'incertaine. Mais madame, mon fils était fleur à peine éclose. Eh bien, il va arroser la rose. Mais l'heureux événement aura finalement bien lieu. C'était pas gagné parce que vous avez vu qu'il y a celui qui est venu nous dire que le jeune homme avait fait la prison, qu'il avait une femme enceinte pour lui. Mais heureusement qu'il y a eu ceux qui sont venus après et puis qui nous ont dit toutes leurs propriétés, bœuf en savane, bouvard, cochon, cabrit. Mais on ne pouvait pas espérer mieux pour notre fille. Le public, lui, apprécie. Je trouve ça magnifique. C'est une période que je n'ai pas connue.
Voilà, j'ai pas connu cette période, donc c'est beau pour nous aujourd'hui, pour espérer les futurs mariages éventuellement. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement? Votre culture ici, quoi, vous avez gardé ces traditions, c'est surprenant. Les vêtements sont très beaux et je pense qu'on ne prend pas suffisamment conscience des costumes que nous avons ici et qui nous met tous en valeur. Un événement organisé par l'association Famille Watta et Martinique, dont c'était la 2e édition. Je crois que l'important, c'est de s'adresser à la jeunesse. Dire comment ça se passait avant. Mais il y a aussi un double objectif. C'est vrai que nous faisons venir à Martinique des touristes. J'ai l'impression par moment, ils leur marquent un pan de notre culture. À mon avis, c'est la meilleure manière de leur montrer ce pan de la culture, c'est en créant de tels événements. Un retour au siècle dernier et une intrusion de la tradition dans le présent, le temps d'un après-midi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous en rappelle le titre principal. Il n'y a pas un seul cas de coronavirus en Martinique. Pourtant, les masques de protection sont demandés par centaines en pharmacie, notamment par les membres de la communauté chinoise qui prennent leurs précautions. Vous l'avez vu. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité locale sur notre site internet martinique.lapremière.fr. On se retrouve pour l'actualité dans le reste du monde après la pause.